Donc l'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme, ses moyens, méthodes et milieux de travail, et l'application de ces connaissances à la conception de systèmes qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité par le plus grand nombre. Donc je vais vous parler de la vue. Alors la vue c'est l'un des 5 sens de l'être humain et probablement même l'un des plus importants. Celui-ci permet à l'homme d'évaluer son environnement, de l'analyser et ainsi d'éviter les accidents. Au-delà de cette notion d'outil pour l'organisme, la vue a aussi un rôle, aussi de nombreux autres avantages comme la possibilité d'apprécier l'art, les couleurs ou le mouvement. Ainsi notre objectif en tant qu'ingénieur prévention des risques va être de faire en sorte que nos collaborateurs conservent leurs 5 sens dans le meilleur état possible et donc la vue. La vue est avant tout un phénomène physique permettant à nos yeux de capter les rayonnements lumineux. Elle diffère de la vision, qui fait, elle, intervenir notre cerveau, qui analyse les données reçues et les transforme en leur donnant des formes, des couleurs, des reliefs. Et donc, comme tous les phénomènes physiques, la vue est soumise à des lois, comme la réfraction, la réflexion ou l'accommodation. Par ailleurs, chez l'homme, l'œil est un véritable organe très perfectionné, capable de s'adapter à la luminosité, sensible au contraste. Il peut aussi être étudié pour évaluer le niveau de vue d'un individu. En effet, après la naissance, l'état des yeux ne fait que de se dégrader. Ces dégradations peuvent ensuite entraîner des problèmes de vue, comme la myopie, la presbytie ou l'hypermétropie. L'homme possède une vision binoculaire qui lui permet de voir en 3D. Cependant, contrairement à certaines autres espèces animales, l'homme ne dispose pas d'une vision de 180 degrés. Ce sera un point important à prendre en compte lors de l'établissement des postes de travail, entre autres. Il existe aussi une malformation génétique qui est importante de prendre en compte, c'est le daltonisme. Cette maladie modifie la perception des couleurs de l'individu et voit donc son environnement de couleurs différentes. D'autant plus que l'une des couleurs qui est particulièrement affectée par cette maladie est le rouge, la couleur censée représenter le danger. Dans le domaine de la prévention des risques, en ce qui concerne les yeux, il n'y a pas de maladie professionnelle touchant directement la fonction visuelle. En revanche, les éléments sur lesquels nous aurons un rôle, ce sera pour éviter les blessures, par exemple par projection chimique ou à cause des poussières. Les brûlures par rayonnement aussi, par exemple les ultraviolets, les infrarouges ou les lasers. Toute forme de pathologie due aux produits toxiques ou irritants, et même d'éventuels troubles structuraux qui peuvent être associés. Les yeux étant liés directement à des muscles, ceux-ci vont forcément ressentir une fatigue, et cet aspect est également à prendre en compte. Ainsi, un certain nombre de problématiques vont se montrer à l'ergonome qui va devoir mettre en place des solutions. Premièrement, il peut mettre en place des outils de protection, comme des écrans, des lunettes à filtres adaptés. Il peut aussi mettre en place un aménagement de postes de travail, adapter les couleurs des objets utilisés pour une meilleure identification et interprétation de ses collaborateurs. Il doit aussi adapter l'éclairage en réfléchissant aux éblouissements, aux reflets. Il doit permettre à ses collaborateurs de pouvoir reposer leurs yeux après une longue utilisation et donc adapter des plages horaires exprès pour cela. Par ailleurs, il existe une réglementation relative aux éclairements. Il s'agit du décret 83-721 qui définit les luminosités minimales nécessaires à la visibilité des salariés dans chaque espace. À ça s'ajoute un certain nombre de normes comme la NF-EN 12464-1 relative aux éclairages des lieux de travail ou la NF-EN 842 relative aux signaux visuels de danger. Pour conclure, l'ingénieur prévention des risques, grâce à des outils comme le luxmètre ou le luminancemètre, peut mettre en place des moyens opérationnels ou physiques pour protéger ses collaborateurs et son entreprise. À présent, qu'en est-il par rapport au bruit ? Dans cette partie, nous allons traiter du bruit en tant que maladie professionnelle. La surdité peut être reconnue comme une maladie professionnelle selon des critères médicaux, professionnels et administratifs. Ces critères sont précisés dans le tableau numéro 42 des maladies professionnelles. Alors, les secteurs principalement touchés par la surdité sont la métallurgie et le BTP, principalement à cause des machines qui font beaucoup de bruit, telles que les marteaux-piqueurs ou les scies, les choses comme ça. Le coût moyen d'une surdité professionnelle est énorme et s'établit à environ 100 000 €. Ces frais sont répartis entre les frais de traitement et les indemnités journalières qui rentrent dans les quotas d'invalidité. Lors d'une surdité professionnelle, tout le monde est perdant. L'entreprise est perdante car elle doit indemniser la majeure partie des dégâts causés sur le salarié, et le salarié est perdant car il doit aussi prendre en charge une partie des frais, notamment les prothèses auditives. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît la surdité en tant que maladie professionnelle ? La désignation de cette maladie se fait en plusieurs critères. Ce qu'il faut retenir, c'est que le déficit auditif est irréversible
et il doit être confirmé par une audiométrie réalisée au minimum 3 jours après la cessation d'activité. Passé ce délai, l'oreille ne récupère plus. Pour que la surdité professionnelle puisse être reconnue, la valeur moyenne des déficits fréquentiels sur la meilleure des deux oreilles doit être supérieure à 35 décibels. Les fréquences considérées sont 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. La surdité professionnelle se décompose en plusieurs phases. Dans un premier temps, le salarié va perdre au niveau des hautes fréquences. Dans un second temps, les fréquences de conversation commencent à être altérées. C'est le plus souvent dans ces moments-là que le salarié va commencer à consulter un médecin. Et enfin, le troisième stade concerne la surdité profonde, où une majorité des cellules ciliées de l'oreille sont détruites. Il faut savoir que la perte auditive est définitive à tous les stades. Nous allons maintenant parler du son en tant que grandeur physique. Alors qu'est-ce que le son? Le son, pour donner une définition, c'est une vibration mécanique dans un milieu matériel, gaz, liquide ou solide, qui correspond à la variation locale de la pression qui va se propager avec une onde dont la vitesse est fonction de la masse et des propriétés élastiques du milieu. Alors on distingue différents types de bruits, notamment les bruits impulsionnels, qui sont des bruits d'apparition brutale, caractérisés par plusieurs choses. Notamment un temps de latence inférieur à 10 millisecondes. On retrouve plusieurs types de bruits impulsionnels, les bruits résultant d'un effet d'un gaz, notamment les explosions, et les bruits résultant de chocs ou de collisions. Il existe différentes notions utilisées pour déterminer le niveau d'une source sonore. Premièrement, la puissance sonore, qui est la mesure utilisée à la source du bruit. Ensuite, nous avons la pression acoustique, qui correspond à la valeur captée par le système d'enregistrement, comme les microphones par exemple. Ensuite vient l'intensité sonore, qui est l'énergie traversant par unité de temps la surface perpendiculaire à la direction de propagation. Pour faire simple, cela correspond à une puissance sonore déterminée en watts par unité de surface en mètres carrés la plupart du temps. Ce qu'il faut retenir de ces valeurs, c'est que la pression acoustique n'est pas proportionnelle à l'intensité sonore. En effet, lorsque l'intensité double de valeur, le niveau sonore n'augmente que de 3 décibels. Par exemple, un chuchotement d'une puissance de 10 puissance moins 10 watts correspond à 30 décibels. Une conversation normale à 10 puissance moins 6 correspond à 70 décibels et un marteau-piqueur de 1 watt correspond à 120 décibels. Et enfin, une fusée qui ferait 100 millions de watts correspond à seulement 200 décibels. La différence est énorme. Nous allons maintenant nous pencher sur la physiologie de l'oreille humaine. Comment est-ce qu'un phénomène physique tel que le son est capté et retransmis au cerveau et quel en est l'impact sur l'organisme? L'oreille externe, constituée du pavillon, du conduit auditif et du tympan, a pour but de capter les ondes sonores et qui vont passer par le conduit auditif externe jusqu'au tympan, qui va ensuite vibrer au contact de l'onde sonore. Notons que le tympan possède aussi un rôle important dans la protection de l'ouïe, car il sert d'interface principale avec l'air extérieur et protège des attaques éventuelles du produit dangereux présent dans l'air sous forme de gaz, vapeur ou poussière. L'oreille moyenne est constituée de 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui servent à convertir la pression acoustique aérienne du tympan en pression acoustique hydraulique à l'entrée de l'oreille interne. En d'autres termes, l'oreille moyenne transmet l'onde sonore sous forme de vibration du milieu aérien au milieu liquide. Une des fonctions de l'oreille moyenne est de protéger l'oreille interne. On notera la contraction du muscle stapédien à l'exposition à un niveau sonore supérieur à 80 décibels. Le réflexe stapédien, bien que très rapide, est parfois inefficace face à certains bruits impulsionnels, par exemple ceux qui sont inférieurs à 10 millisecondes. L'oreille interne, quant à elle, est constituée de canaux semi-circulaires, de la cochlée et des nerfs vestibulaires ou cochléaires. Les canaux semi-circulaires n'interviennent pas dans l'ouïe et sont responsables de l'équilibre et de la proprioception. La cochlée est responsable de la conversion de la vibration en stimuli électriques qui sera transmis au cerveau par le nerf cochléaire. Cette conversion se fait à l'aide des cellules ciliées que l'on retrouve tout le long de la cochlée. Lorsque l'oreille est soumise à un bruit trop intense ou pendant une trop longue durée, cela entraîne la rigidification et un endommagement des cellules ciliées
qui ne peuvent alors plus remplir leur rôle. On observe alors des pathologies telles que la fatigue auditive, dans les cas les moins graves, ou une baisse définitive de l'audition lorsque la cellule est incapable de se régénérer. Nous allons maintenant voir la psychoacoustique. La psychoacoustique est la branche de la psychophysique qui relie les sensations auditives de l'être humain aux sons qui parviennent à ses oreilles. Il faut savoir que l'oreille est plus ou moins sensible selon la fréquence et l'intensité du bruit. Elle sera particulièrement sensible entre 500 et 5000 Hz puisque c'est entre ces fréquences que les paroles sont comprises. Afin de minimiser l'impact du bruit, il a été mis en place un certain nombre d'indices qui servent à le mesurer et le contrôler tels que l'indice NR ou Noise Reduction. Un phénomène naturel qui aura un impact sur la psychoacoustique est le vieillissement de l'ouïe, aussi appelée presbyacousie. Elle consiste à la perte de sensibilité de l'oreille principalement dans les hautes fréquences et pour les hommes. Celle-ci peut énormément varier d'un individu à l'autre. Les effets du bruit. Les effets du bruit dépendent des critères de l'exposition à celui-ci, c'est-à-dire de son intensité, de sa durée, de sa fréquence, du rythme d'exposition, mais aussi de l'individu, de son âge, s'il souffre de presbyacousie, et de son passé acoustique. Le bruit peut créer des traumatismes sonores si l'intensité est trop forte. Les acouphènes en résultant sont l'un des symptômes. Il peut effectuer de la fatigue auditive. À la différence du traumatisme, elle est causée par une exposition au bruit de moins forte intensité mais sur une plus longue durée. Enfin, il peut y avoir des impacts à long terme sur l'audition. Ceux-ci sont dus à des répétitions au cours du temps à des intensités trop élevées. Dans une situation de travail, le bruit peut déjà gêner dans une conversation. En effet, une personne devra effectuer des efforts importants pour comprendre une autre personne dans un environnement bruyant et se fatiguera donc plus vite. De plus, le bruit dans un environnement de travail risque de cacher des signaux sonores. Ainsi, par l'usure et cette concentration en plus, le bruit aura des effets négatifs sur l'état général d'une personne, se traduisant par la fatigue, des perturbations vasomotrices, des troubles digestifs et des difficultés à dormir. Sur le système nerveux, qui entraîne ainsi une irritabilité et des insomnies nocturnes. Et enfin, des effets sur les aptitudes, c'est-à-dire que la personne sera distraite, aura des pertes de mémoire, de la paresse mentale ou encore une perte de contrôle de ses réactions. Pour terminer sur les effets du son, il nous faut parler des infrasons et des ultrasons. Ceux-ci ont des fréquences inférieures à 16 Hz et supérieures à 20 000 Hz et ne sont donc pas audibles par l'être humain. Ils peuvent être cependant dangereux pour la santé, car ils peuvent aller jusqu'à provoquer des liaisons viscérales ou des brûlures au niveau de la peau. Pour la transmission du son, afin de lutter contre l'effet du bruit, on va pouvoir mettre en place des matériaux pouvant l'absorber, l'isoler ou encore le résilier. En plus du choix des matériaux, on jouera avec la loi des masses, en en mettant plus ou moins, et l'on pourra parler des parois doubles. C'est le fait d'isoler les deux matériaux par du vide et ainsi changer de milieu, ce qui diminuera l'intensité du son. Les principaux matériaux utilisés sont les laines minérales, les mousses synthétiques et les matériaux avec des fibres de bois. Au niveau de la législation, afin de protéger les travailleurs, il existe deux principaux textes concernant le son. La directive 2003-10-CE du Parlement européen du 6 février 2003 et le décret 892 du 19 juillet 2006. Le décret de 2006 vise à protéger les travailleurs. Pour cela, il oblige les directives à mesurer les niveaux sonores. Ainsi, des seuils de danger ont été mis en place afin de connaître les besoins de protection face au bruit. L'exposition au bruit a évolué sur deux critères. L'exposition moyenne sur 8 heures, dit LEX, et sur le niveau du bruit impulsionnel maximal, dit niveau crête ou LPC. Puis, l'exposition sonore est comparée à trois seuils de référence. Un seuil inférieur
sur 8 heures, qui correspond à 80 décibels, et en LPC à 135 décibels, mettant en place des mesures de prévention et d'information. Une supérieure, 8 heures à 80 décibels ou 137 décibels, qui engendre des actions de correction. Et enfin, le seuil limite qu'il ne faut pas dépasser, qui est égal à 87 décibels sur 8 heures ou 140 décibels. Enfin, le directeur de l'entreprise devra mettre en place un système d'étiquetage à partir du seuil inférieur. Pour terminer sur le son, on peut mettre en avant les 3 axes sur lesquels on va lutter contre le bruit. On va dans un premier temps le réduire à la source, et si cela ne suffit pas, en limiter la propagation. Et dans un ultime recours, réduire l'exposition du bruit par l'organisation du travail ou la mise en place d'EPI, tels que les bouchons d'oreille. Les vibrations sont un problème récurrent qu'on retrouve dans de nombreux métiers. Tout comme toute autre nuisance issue de l'environnement et pouvant interférer sur le travail de l'homme et altérer sa santé, il est nécessaire de définir les sources des contraintes, leur effet sur l'homme et les solutions à mettre en place pour diminuer ces effets. Selon une étude de l'Eurostat 2001, les maladies provoquées par les vibrations mécaniques figurent parmi les 10 maladies les plus fréquentes en Europe. On appelle vibration la variation au cours du temps de l'intensité d'un mouvement ou d'une position d'un système mécanique. Elle se déplace par transport d'énergie d'un point à un autre et non par déplacement de matière. Les vibrations peuvent être engendrées par des phénomènes naturels comme la houle, les inégalités du terrain, le principe même du fonctionnement d'une machine, par exemple les machines à percussion, ou par des défauts sur machine, exemple le balourd sur des machines tournantes. Afin de bien mesurer les effets des vibrations, 2 types de vibrations sont définis. La vibration main-bras ou vibration manubrachiale qui constitue l'ensemble des vibrations transmises à l'homme par des machines par l'intermédiaire des bras et des mains. Il existe aussi des calculs pour évaluer cette exposition, donc des calculs fondés sur l'exposition journalière normalisée sur une période de 8 heures, le A8. Réglementairement, la valeur de cette exposition sur 8 heures ne doit pas dépasser 5 millisecondes au carré. De plus, la valeur d'exposition déclenchant l'action est fixée à 2,5 millisecondes au carré. Les vibrations ont beaucoup d'effets néfastes. Une des maladies les plus fréquentes dues aux vibrations est la cinétose ou le mal des transports. Les vibrations impactent la vision, l'appareil digestif, la respiration. Il en résulte un impact important sur les performances en entreprise. De nombreuses maladies professionnelles sont dues aux vibrations. Elles sont répertoriées dans les tableaux 69 pour les manubrachiales et 97 pour les corps entiers. Parmi elles, on peut citer par exemple le phénomène de Raynaud. Pour lutter contre les vibrations efficacement, il est nécessaire d'utiliser la logique des principes généraux de prévention. Donc tout d'abord, réduire les vibrations à la source, ensuite aménager correctement le poste de travail, puis lutter contre les facteurs d'ambiance nocifs, limiter la durée d'exposition quotidienne, informer les travailleurs sur les risques encourus et la nécessité des mesures de protection individuelles, comme le port de gants anti-vibration, et enfin déceler les atteintes précocement pour les examens de surveillance périodique. Quelques exemples concrets pour réaliser ces mesures, donc tout d'abord l'utilisation d'outils et de gants anti-vibration, et également une bonne information et sensibilisation de tous les travailleurs. Enfin, n'oublions pas que des normes ont été élaborées pour permettre aux employeurs d'avoir des informations adaptées afin de protéger efficacement les opérateurs. Depuis la nuit des temps, l'homme évolue et vit grâce au travail tel que la chasse, l'agriculture, l'industrie. Ainsi, pour être toujours plus efficace, il a inventé des outils lui permettant de faciliter ce travail. Cependant, les outils restent fonctionnels grâce à la main de l'homme. Durant notre vie, nous effectuons une multitude de gestes répétitifs, se brosser les dents, faire de la course à pied, soulever des objets, travailler sur une chaîne de production, pour certains qui demandent rapidité, précision et répétitivité. Certains de ces gestes peuvent causer de graves troubles sur nos articulations lorsque certains facteurs entrent en compte, tels que la fréquence, la posture, la physiologie de la personne. Ces troubles sont appelés troubles musculo-squelettiques ou TMS. De nombreuses personnes sont touchées par ces troubles et d'après la CNAM, elle serait passée d'environ 4000 personnes atteintes en 1994 à environ 24 000 en 2003.
Les TMS sont les premières causes de maladies professionnelles. C'est pourquoi ce trouble doit être pris en considération. Les personnes les plus exposées aux TMS sont les personnes effectuant des gestes répétitifs lors de leurs heures de travail. Les TMS affectent les articulations, les tendons, les muscles. Certaines zones sont plus souvent touchées que d'autres. Le cou, les épaules, les bras, les mains sont les premières touchées. Mais il ne faut pas oublier les membres inférieurs qui peuvent également être touchés. Plusieurs facteurs entrent en compte dans l'apparition des TMS. Le premier grand facteur est le facteur biomécanique. Il comprend la répétitivité des gestes, la force exercée, l'amplitude des gestes, le maintien prolongé d'une posture statique, l'exposition au froid et aux vibrations. La deuxième grande famille de facteurs sont les facteurs psychosociaux. Travail sous la contrainte de temps, monotonie, absence de marge de manœuvre, absence de temps de récupération, facteurs psychologiques, stress, manque de coopération. Le troisième grand groupe sont les facteurs individuels. L'âge, le sexe et les mesures anthropométriques entrent en compte. Nous n'y pensons pas forcément, mais les TMS ont un coût, avec des coûts directs tels que les indemnités journalières ou les frais de soins, mais aussi des coûts indirects pour l'entreprise principalement, tels que le remplacement de la personne souffrant de TMS et la formation du remplaçant, ou encore la perte de temps liée au remplacement. Au total, les TMS coûtent plus de 700 millions d'euros par an à la société et aux entreprises. C'est une des raisons pour laquelle il est important de lutter contre les TMS et mettre en place des mesures de prévention. La démarche de prévention des TMS se compose de 2 étapes. La première étape est l'étape de dépistage. Elle s'effectue grâce à la checklist de l'OSHA qui prend en compte différents facteurs de risque tels que la répétitivité, l'effort, les amplitudes articulaires, les vibrations ou encore l'environnement et l'organisation de travail. Si besoin, cette étape peut conduire à l'étape d'intervention qui se compose de 3 phases. La mobilisation, l'investigation et la maîtrise. La phase de mobilisation sert à mobiliser les différents acteurs de l'entreprise, comme par exemple le directeur ou le CHSCT, pour qu'ils agissent ensemble. La phase d'investigation permet de connaître le risque et de faire émerger les postes qui posent le plus de problèmes. Elle permet aussi d'analyser le risque pour identifier les facteurs de risque. Et pour finir, cette phase permet aussi d'évaluer les sollicitations biomécaniques pour savoir où agir dans le processus et pour réduire ces sollicitations. La phase de maîtrise, quant à elle, permet de maîtriser le risque en transformant le travail. Cela passe par la modification et de la conception des outils, la modification de l'organisation de production et du travail et de la modification du poste et de l'espace de travail. Nous avons donc vu au cours de cette vidéo la vision ambiante et lumineuse, le bruit, les vibrations et enfin les TMS. Merci de votre attention.